sexuelle au temps des samouraïs. Avant de commencer, je vais faire un petit au cas où, on va dire. Je pense que vous connaissez tous, on est dans une convention très libérée, et vous connaissez tous, je suppose, les histoires érotiques japonaises. Sachez qu'on en a beaucoup ici, et des très explicites. Dans l'IOI en général, on a une censure, là il y en a pas. Donc si jamais vous avez peur d'être choqué, ou si vous êtes choqué, vous avez le droit, mais vous êtes prévenus. Voilà. Je vous présente Julien Pelletier, qui va donc nous parler du solo, qui est spécialiste de l'univers des samouraïs. Je suis ici pour le moment pour donner quelques mots sur ce sujet. Bonjour à tous, et merci à Event Theory de m'inviter à intervenir sur la question. Effectivement, moi je m'intéresse je suis un petit peu aussi à la caméra générale et à ceux qui nous suivent via Facebook, merci à tous d'être présents. Je m'intéresse aux samouraïs depuis de très nombreuses années maintenant. J'ai écrit quelques articles et ouvrages sur la question. Et il se trouve que ce thème, donc les relations homosexuelles pour l'essentiel, parce qu'on connaît le plan hétérosexuel, on connaît beaucoup moins la dimension homosexuelle chez les samouraïs, et curieusement, étrangement absente de l'historiographie, en tout cas très discrète. Et du coup, il a fallu mener un petit peu l'enquête et s'interroger sur les raisons de cette discrétion. Et en menant cette enquête, je me suis aperçu que c'était tout à fait regrettable. Cette discrétion est tout à fait regrettable au sens où elle est vraiment déterminante, elle est fondamentale dans la façon dont les samouraïs conçoivent le monde, conçoivent les rapports, les relations humaines et évidemment les relations amoureuses. Que celles-ci soient consommées ou non, on aura l'occasion d'y revenir, mais il ne faut pas s'arrêter à la dimension purement sexuelle, on peut d'ailleurs plutôt parler de dimension amoureuse. Je pense qu'on aura l'occasion de développer. Alors, on va commencer par le début, si vous le permettez, et par ce qui, en tout cas, dans l'inconscient collectif, dans l'imagination populaire, reste associé à l'introduction, si j'ose dire, de l'homosexualité dans l'archipel. Alors, ce sont des questions qui se sont posées aux chercheurs en sciences sociales au début du XXe siècle. Ce chercheur, puisqu'il faut le nommer en particulier, c'est Junji Iwata, qui a été au début du XXe siècle le premier à se pencher sur cette question-là, ou du moins à se pencher de nouveau, parce qu'elle avait, comme je vous le disais, disparu de l'étude de l'histoire, et qui écrit The Love of the Samurai, 1000 Years of Japanese Homosexuality. Et voilà, donc là c'est évidemment un coup de tonnerre dans cet univers, on va expliquer pourquoi. Alors lui remonte à différentes origines. L'une des origines qui est déjà reprise à plusieurs reprises, c'est celle des Kamiyo Nanayo, c'est-à-dire les 7 générations de dieux qui sont plus ou moins asexués et donc qui vont servir pendant des décennies aux contempteurs de l'amour féminin, parce qu'on parle aussi de vraie misogynie très ancrée dans la société japonaise, notamment dans le clergé bouddhiste. Donc ces premières générations de dieux étant asexués, on considère, en tout cas ça va servir à certains de prétexte à considérer que le principe féminin n'est pas une absolue nécessité pour bâtir l'empire du Japon et son fondement culturel, et donc va nourrir cette vision de la sexualité. Cependant, celui qui est vraiment associé à l'homosexualité, même Shoku, on va revenir sur ce terme-là, c'est ce moine que vous voyez à gauche, Kobodaichi, alias Kukai, qui est l'un des pères fondateurs du bouddhisme japonais, fondateur de l'école Shingon, l'école du bouddhisme ésotérique, une école très importante au Japon et très ancienne, qu'il a apprise à la cour des Tang, donc à la cour de l'empire de Chine, à laquelle il rend visite au début du XIXe siècle, et qui revient donc avec toutes ces instructions, tout cet enseignement très précieux concernant la doctrine bouddhiste, et qui fait aussi la découverte dans les monastères chinois de ces rapports étranges qui peuvent unir les abbés ou les supérieurs des prélats de haut rang avec des moignons de jeunes hommes qui découvrent donc cet usage et qui va l'importer au Japon. Petite parenthèse de nature étymologique. On parlait tout à l'heure de sexualité, d'amour. En
fait, le Nanchoku, c'est-à-dire l'amour mâle, le Nanchoku Okagami, c'est-à-dire le grand miroir de l'amour mâle dans sa traduction française, c'est vraiment le texte le plus important de la littérature japonaise sur la question, ou le Wakashido, c'est-à-dire la voix des éphèbes des jeunes gens, et tout ce que ça implique en termes de référence philosophique, parce que le voix au Japon, c'est une manière d'être. On connaît tous le Bushido, c'est-à-dire la voix du guerrier. Les deux voix sont d'ailleurs très associées par les théories du Bushido. Donc cette dimension très importante chez l'élite militaire japonaise, elle revient. Et je laisse un petit peu la parole donc, au professeur Gérard Thierry qui préface le Grand Miroir de l'amour mâle dans son édition française, je donne une édition publiée, et qui écrit les mots suivants pour décrire l'étymologie du terme Nanchoku. Nanchoku, un composé calqué sur le chinois Nansei. Le chinois est très important, le chinois est au japonais médiéval, ce que le latin est à l'Europe médiévale, la référence civilisationnelle incontournable. Donc Nanchoku, calqué sur le chinois Nansei, désigne au premier chef l'homosexualité masculine. Un peu plus aussi. Nan dit l'homme, le masculin. Choku, la forme, la couleur, le désir, la volupté sexuelle. Traduire Nanchoku par homosexualité, ce serait lui ôter son acception purement masculine, le priver de son piquant de plaisir, lui accoler une connotation médicale et clinique qu'il n'a pas. Donc la dimension esthétique, elle est très très importante, il ne faut pas s'en tenir à la question vraiment sexuelle. Voilà, la fille nous a prévenu que les images allaient être très explicites. En voici quelques-unes qui sont tirées d'un ouvrage du XIVe siècle, 1321 pour être précis, le Shigo no Soshi. Alors le Shigo, c'est le nom que vont prendre ces moinillons au service des moines au sein des monastères, puisque c'est dans un premier temps au sein du clergé bouddhique que se développent ces relations. Alors elles sont essentiellement, navré si là encore ça peut heurter la sensibilité, mais elles sont essentiellement de nature pédérastique. Alors la pédérastie, là aussi, un petit point d'étymologie, pour ceux qui ne sauraient pas avant sa corruption et son extension très péjorative. La pédérastie désigne, selon le dictionnaire Larousse, le choix d'un jeune garçon ou d'un adolescent comme partenaire sexuel. C'est une pratique très ancienne et très répandue à travers divers œuvres culturelles. On va avoir l'occasion tout à l'heure de voir à quel point elle n'est pas du tout exclusive à la civilisation japonaise. La preuve d'ailleurs, parce qu'elle est importée ici de Chine. Et alors ces Shigo, ce sont des moinillons qui, comme on le voit, sont souvent plus ou moins travestis, des degrés divers, et qui sont, on peut dire, à la fois initiés aux pratiques religieuses, mais aussi sexuelles, et deviennent pratiquement des objets sexuels des prélats de l'Orient. Alors la pratique est très suscitée, très largement répandue, au point d'ailleurs que le peuple moque la lubricité des grands établissements religieux. Alors là aussi, on pourrait voir à quel point les choses se vivent de manière extrêmement crue. Alors je traduis de l'anglais un autre livre essentiel sur lequel on a l'occasion de revenir. Pardonnez la traduction un peu en temps réel. Mais là, ce sont les textes qui accompagnent ces images, vous voyez. Et c'est donc un moine qui est chargé de préparer le moinillon au rapport sexuel qui aura un peu plus tard dans la soirée avec l'abbé. En fait, ce moine est lui aussi très attiré par ce jeune homme avec une assez féminine, assez androgyne, et ne peut pas réprimer évidemment ses instincts. Il entre donc en érection et se plaint auprès de son camarade de la difficulté qu'il y a à préparer ce rapport sexuel. Donc il dit voilà, ça fait difficile pour moi, tu iras voir le prêtre un peu plus tard. Est-ce que tu serais d'accord pour que je te pénètre dans un premier temps juste avec un doigt, ça calmerait un petit peu mes ardeurs. C'est vraiment très très. Parce qu'en fait, là, ce que vous voyez, là, ce sont les étapes un peu ultérieures. Comme vous l'imaginez, le jeune moine a accédé à la requête de son acolyte. Et il se trouve que l'acolyte, dans un premier temps, préparait l'anus du jeune moine avec de l'huile végétale pour faciliter la pratique, sachant que l'abbé est un petit peu âgé, que le tout jeune moine s'est plaint un peu plus tôt de ne pas pouvoir satisfaire son maître, car l'abbé commence à avoir un petit peu de mal à lever son membre viril. Et donc il faut le préparer, le jeune homme. Alors voilà, le garçon lui propose de faire pénétrer un godemiché d'un sou, c'est-à-dire un pouce dans un premier temps pour le préparer, et l'autre a vraiment du mal à se retenir et il lui propose de
si on lit ces scènes avec les codes contemporains et avec les codes dans lesquels nous évoluons, évidemment, tout ça peut paraître extrêmement choquant, mais il faut bien comprendre que ça n'est pas du tout le cas à l'époque. La pratique est tellement répandue d'ailleurs que les samouraïs, qui vont à la fin du XIe siècle, à la fin du XIIe siècle, se rendre au maître du pays à l'issue de la guerre des Genpei, vont calquer ces usages-là, ils vont les copier. La plupart du temps, les familles de l'aristocratie militaire laissent leurs enfants, leurs héritiers pour construire des temples, et c'est dans des temples et des monastères en particulier, et c'est au sein de ces monastères que les enfants sont formés et commencent à découvrir cet environnement sexuel. Excusez la pratique, mais je vais juste mettre mon téléphone pour passer de 11 mètres parce que je le connais. Et ça va vite. Et en plus, j'aimerais bien qu'on se ménage un temps pour échanger, parce que c'est quand même important aussi de pouvoir ensemble. Alors on en vient à ces samouraïs pour poser quelques repères historiques. Donc de 1180 à 1185, une guerre civile très importante déchire le pays, c'est la guerre des Genpei qui oppose les Minamoto aux Taira, et à l'issue de laquelle les Taira sont vaincus et les Minamoto établissent le premier shogunat. Ce n'est pas le premier shogun, mais c'est la première fois que le shogunat établit un véritable gouvernement parallèle à Kamakura, c'est-à-dire une ville située à une soixantaine de kilomètres de l'actuelle Tokyo, et donc on a ces deux pôles d'opposition entre la capitale impériale Kyoto et la capitale militaire, Kamakura, avec la nécessité pour les samouraïs de créer leur propre système de valeurs, leur propre code culturel pour s'émanciper, se démarquer de la capitale impériale. Pour autant, comme on l'a vu, ils sont déjà familiers de ces pratiques sexuelles qui vont en plus s'affirmer en fait, avec le développement du féodalisme japonais et donc de l'idéalisation du seigneur, du sacrifice ultime qui est requis auprès de chaque guerrier au service du Seigneur. On appartient complètement corps et âme à son Seigneur, et donc les historiens pensent que cette idéalisation complète du maître et du suzerain a largement facilité l'intégration de cette pratique au sein de l'univers martial. Mais l'Uchigo, qui est vraiment un objet sexuel complètement soumis, on évolue évidemment au sein d'un environnement martial vers une figure un peu différente. On désigne sous le terme de wakashu, et le wakashu, c'est en fait les faibles et les faibles guerriers. Alors, le wakashu, en gros, c'est celui dont l'âge est situé en gros, c'est entre l'adolescent et le jeune adulte, c'est-à-dire de la douzaine d'années jusqu'à la vingtaine, sachant que ce barème n'est pas du tout figé, n'est pas du tout formalisé. Mais on estime qu'à partir de 12-13 ans, le Genpuku, c'est-à-dire la cérémonie d'entrée dans l'âge adulte, peut intervenir à n'importe quel moment si le père et le seigneur estiment que ce moment est venu. À partir du moment où le Genpuku sera accompli, le jeune homme sera considéré comme adulte à part entière et en théorie, il cesse d'être un objet de convoitise et d'attirance sexuelle pour devenir un homme et lui-même va entrer dans le rôle actif de la relation sexuelle. Il ne sera donc plus ce partenaire passif, mais celui qui va à son tour être chargé d'initier au wakashudo un nouveau partenaire. Là, vous voyez des estampes qui sont plutôt récentes de la période Edo. La période Edo, c'est début du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe. Et donc on voit en haut à gauche un jeune homme en train d'accomplir son Genpuku, et à droite, ce qui représente très vraisemblablement un couple d'amants. Vous voyez que le samouraï en bas, on sait que c'est un samouraï sans aucune équivoque possible, puisqu'il porte la paire de sabre distinctive. Ils sont entourés d'armes, comme vous le voyez. Il est sans doute en train de faire les yeux doux à celui qui est son seigneur. Et il est, vous pouvez le voir, une physionomie très androgyne, et il porte surtout un élément tout à fait distinctif du costume des jeunes hommes, ce sont les branches longues. On croit, pour ceux qui connaissent un peu l'art du kimono, je pense que ce sont seulement les femmes qui portent le kimono à manches longues. Ce n'est pas le cas, c'est encore un usage relativement récent, et jusqu'au milieu du XIXe siècle, les hommes comme les femmes, les jeunes hommes comme les jeunes femmes, portent le kimono à manches longues, et l'usage de couper ses manches au moment du mariage.
alors je le disais, contrairement au Shigo qui est très passif, le Wakashudo est un guerrier avant tout. Hein. Donc, il peut être tout à la fois le partenaire sexuel de son seigneur, il peut être tout à la fois androgyne et d'apparence efféminée, tout en s'illustrant par sa bravoure sur le champ de bataille. Ça, c'est quelque chose qui est assez étranger à notre culture, où les codes de la virilité sont assez différents. Ça ne veut pas dire que les codes virils n'existent pas au Japon. Hein. On représente souvent par exemple Kato Kiyomasa, qui est un féroce seigneur de guerre, sous les traits d'un homme à la barbe très fournie, hein, la barbe étant un attribut viril évident, en particulier en Asie, pour des raisons génétiques, elle est moins fournie que par nos latitudes. Et donc, voilà un exemple, vous voyez en haut, alors à droite, c'est sa représentation récente, moderne, dans un jeu vidéo, d'un personnage très connu qui s'appelle Kosaka Masanobu, connu sous son pseudonyme de Danjo, et qui était l'amant, ça on le sait de source absolument sûre, puisqu'un document est conservé à la bibliothèque universitaire de Tokyo, qui était donc l'amant de l'un des très nombreux amants, hommes et femmes d'ailleurs, puisque l'un ne suit pas du tout l'autre, mais au contraire, de Takeda Shingen, qui est l'un des plus célèbres seigneurs de guerre de la période Sengoku. Alors la période Sengoku, c'est de 1877, on considère la fin de la guerre de Ming jusqu'au dernier feu du XVIe siècle. Donc voilà, c'est un très long siècle de période très chaotique, une période qui emprunte son nom à l'Antiquité chinoise, à la période des royaumes combattants. Et c'est un petit peu l'âge d'or des samouraïs, en tout cas c'est souvent comme ça qu'elle est définie. Pour vous donner une idée de la façon dont ces guerriers se comportent au combat, le fait d'entretenir une relation avec le Seigneur n'entame en rien leur virilité, eh bien, voici ce qu'en dit un texte de l'époque. Alors cet extrait, c'est un peu plus tard, c'est la période Edo. C'est extrait du Denbu Monogatari, c'est-à-dire le conte d'un russe, dont l'auteur est anonyme, et qui écrit que la plupart de ceux qui fondent sur le champ de bataille, repoussant l'ennemi et accompagnant leur maître jusqu'au dernier souffle, sont les favoris du Seigneur. Et en parlant de grands combattants qui accompagnent son maître jusqu'au dernier souffle, on cite souvent l'exemple de Mori Ranmaru, qui est un tout jeune homme, dont la relation, même si elle fait débat, et même si on sait si elle a été consommée, en tout cas, la relation amoureuse est à peu près certaine avec Oda Nobunaga, premier des grands unificateurs du pays au milieu du XVIe siècle. Et donc ce tout jeune homme, il entame sa relation avec Nobunaga à l'âge de 12-13 ans, va s'unir d'un lien tellement indéfectible avec son seigneur qu'il va l'accompagner juste dans la mort. Nobunaga périt en 1582, il est victime d'une trahison d'un de ses généraux, il est enfermé dans un temple à Kyoto auquel on met le feu, il s'ouvre le ventre, et l'un des derniers gardes du corps à protéger le suicide de son maître, c'est Mori Ranmaru, qui décède à cette occasion, il disparaît des chroniques à l'âge de 17 ans. Et voilà, 17 ans, il se donne la mort au service de son maître, on voit que ce lien dépasse très largement la simple attirance sexuelle, et qu'on entre vraiment dans une véritable relation amoureuse et des sentiments profonds qui sont longuement décrits dans la littérature de l'époque. Là, je vais citer aussi un extrait du Grand Miroir de la Normale. Je vais mettre un peu les fiches. J'ai pris quelques notes. Page 215, hein, voilà. Alors, là, c'est dit très clairement. D'ailleurs, un daimyo, alors les daimyos, ce sont les grands féodaux du Japon médiéval, équivalent au duc ou au prince. D'ailleurs, un daimyo peut s'éprendre d'un page, et même après que son favori est devenu époux et père, conserver pour l'autre raison le souvenir de ses charmes de jeunesse, ce qui n'est rien moins que digne d'éloge. Quand on y songe, la voix des garçons a une saveur très particulière, comparée à celle des femmes. La femme ne dure qu'un temps, mais l'éclat de la beauté des garçons est insaisissable à qui n'est pas parvenu dans cette voie. Complètement rebutés par les mœurs féminines, tout en continuant de vivre dans le monde, nos deux hommes n'échangeaient même pas de charbons ardents avec leurs voisines du beauté est. Oui, c'est très misogyne, on comprend parce qu'il sont comme ça des personnages qui détestent absolument la compagnie des femmes. Lorsque mari et femme se disputaient en cassant de la vaisselle, chose bien naturelle dans le cours de la vie quotidienne, il était hors de question qu'ils intervinssent de crainte d'y laisser des plumes. Mais lorsque par derrière la cloison, dans leur tête, ils soutenaient mordicus, le mari et grinçait des dents. Allez-y monsieur, battez-la à mort et remplacez-la par un jeune porte-sandales. Que c'était drôle! Mais on n'y va pas avec le dos des clients. Alors le porte-sandales, c'est souvent un serviteur très proche du Seigneur qui parfois ne cantonne pas sa mission à porter les sandales.
on l'a évoqué brièvement, il faut étendre un petit peu notre champ de vision à d'autres aires culturelles pour s'apercevoir que le fait de la coïncidence entre une élite guerrière et des mœurs, des amours virils, des amours mâles, n'est pas du tout spécifique au Japon. La preuve avec ces quelques exemples. Alors on sait que dans notre Moyen-Âge, les fraternités chevaleresques qui dépassaient la Sainte Amitié ont été assez nombreuses. Richard Cœur de Lion, Richard Ier d'Angleterre, dit Cœur de Lion en fournit un bel exemple. On sait là encore de sources à peu près certaines qu'il a entretenu une relation avec des amants. Comme on le voit aussi dans le livre turc qu'on a à la droite, le monde arabo-musulman n'est pas un mauvais exemple de ces usages. Il faut bien comprendre que l'avènement des grands monothéismes avec tous les tabous qui accompagnent le cycle très progressivement au fil des siècles et le fait de jeter un véritable voile, un tabou sur la sodomie va s'installer au fil des temps. Et puis bien sûr, l'exemple le plus probant, celui en tout cas la comparaison avec le monde japonais médiéval la plus pertinente, c'est sans doute celle avec les cités-états grecques de l'Antiquité hellénistique, notamment Thèbes et Sparte, qui sont connus pour avoir largement encouragé ces pratiques-là. On parle des Érastes et des Éromènes à Sparte, c'est-à-dire là encore des couples d'amants. Il y a toujours un initiateur un peu plus âgé et un initié qui doit apprendre à la fois le métier des armes et l'amour mâle, sachant que dans l'esprit des hommes de ce temps, les deux vont de pair, comme chez les Japonais. Au contraire, au lieu de penser que cet usage sexuel va féminiser celui qui en est l'objet, on croit au contraire qu'il va mieux comprendre ce qui se passe dans la psychologie masculine et dans la psychologie guerrière militaire en particulier. Voilà, un bas-relief qui représente le vainqueur d'une grande victoire sur Sparte, remportée par les Romains. Sparte est évidemment l'élite, la crème de l'aristocratie militaire grecque, qui pourtant sera vaincue par le bataillon sacré Thébain. Le bataillon sacré qui est composé de 300 hommes, uniquement des couples d'amants. Je ne relis pas, et donc je vous laisse le soin de. J'espère que tout le monde arrive à lire, parce que c'est peut-être un petit peu trop de texte. Mais alors, s'il y a un tabou qu'on retrouve dans l'ère culturelle occidentale et judéo-chrétienne, c'est celui qui est associé à la sodomie, effectivement. Sachant que, en général, c'est le partenaire passif qui est considéré comme avili. Ce n'est pas du tout le cas dans la perception japonaise, comme on l'a vu. Cette relation entre les deux partenaires, elle est strictement codifiée. De manière assez simple, dans la très grande majorité des cas, c'est toujours le partenaire le plus âgé qui joue le rôle actif. Donc le terme c'est pas forcément le plus clair. Donc là, on reconnaît tout de suite le plus âgé, sa peau est un petit peu plus foncée et surtout, son crâne est rasé, donc il a accompli son game, il a coupé les membres de son dos, il a rasé son crâne. Et il n'a plus ces petites mèches sur le devant qui sont considérées comme un attribut très érogène. D'ailleurs, les acteurs dont on va parler vont pouvoir contourner l'interdiction de conserver ces attributs en mettant une petite calotte violette qui va devenir un synonyme d'érotisme aussi sur la scène. Alors là, nous sommes transportés à la fin de la période Sengoku, début de la période Edo. Pour continuer sur les repères historiques, la période Sengoku prend fin avec la réunification du pays sous l'égide de trois hommes très importants, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu. Les trois d'ailleurs ont eu des amants, comme un homme très important qui a fait beaucoup avancer la recherche sur la question, qui s'appelle Gary Lee. On atteste dans son ouvrage, alors ça c'est un texte de référence sur lequel on verra peut-être avec une petite bibliographie à la fin de la conférence, mais quand il parle des grands seigneurs de l'histoire japonaise qui se sont distingués dans une relation de Wakashudo, on s'aperçoit que c'est une espèce de mousou de l'ensemble de l'histoire des samouraïs. À peu près tout le monde y est passé, et c'est tout à fait saisissant, surtout quelqu'un qui comme moi s'intéresse à la question depuis assez longtemps. Mais figurez-vous que j'en avais quasiment jamais entendu parler de manière vraiment en filigrane. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont quelques connaissances au sujet de l'histoire japonaise, mais je pense que je vais vous laisser une petite liste tout à fait vertigineuse. Alors voilà, à quelle conclusion parvient Gary Lee dans
considère donc que la liste des shoguns et des daimyo qui ont été impliqués dans des relations sexuelles avec des garçons ou des hommes est très importante. Elle commence avec Minamoto Yoritomo, elle se poursuit avec Ashikaga Takaoshi, Ashikaga Yoshimitsu, Ashikaga Yoshimochi. Alors là, ce sont les bâtisseurs des pavillons, les dynasties Ashikaga sont les bâtisseurs des pavillons d'or et l'argent à Kyoto. Minamoto Yoritomo, c'est tout simplement le fondateur du Bakufu, du shogunat des samouraïs. Ashikaga Yoshinori, presque tous les Ashikaga y passent. En fait, Tokugawa Ieyasu, Tokugawa Ieyasu, l'autre grand shogun Tokugawa. Tokugawa Ieyasu et jusqu'à Tokugawa Ieyasu, c'est-à-dire quelqu'un qui va décéder en 1841. Donc voilà, sur des périodes très variées, très différentes. Et puis, chez les seigneurs de guerre, Hosokawa Masamoto, Oda Nobunaga, Takeda Shingen, Toyotomi Hideyoshi, son demi-frère Uesugu, Uesugi Kenshin, Maeda Toshie, Fukushima Masanori, Miyamoto Musashi également, donc je pense, et avec une quasi-certitude que ces disciples n'ont pas été que ces disciples en termes d'enseignement de l'esprit. Voilà, c'est une liste très impressionnante. Je suppose qu'elle est aussi surprenante pour vous. En tout cas, elle le fut pour moi lorsque j'ai découvert ces questions-là. Il se passe quelque chose de très important à l'issue des guerres civiles. C'est bien sûr le retour à la paix. Alors, en 1615, avec la chute d'Osaka, la maison Toyotomi est détruite et Tokugawa instaure un régime qui va durer jusqu'au milieu du XIXe siècle, donc un régime extrêmement pérenne, qui a pour caractéristique de figer les classes sociales dans un système extrêmement rigide. Et l'idéologie à l'époque en vogue, c'est ce qu'on appelle le néo-confucianisme, c'est-à-dire une doctrine d'inspiration chinoise, on a connu la racine qui renvoie à Confucius, et qui prône une stricte séparation des classes. Dorénavant, il ne sera plus question de voir un homme comme Hideyoshi partir de rien de la paysannerie et accéder aux plus hautes fonctions. Désormais, on est les mœurs dans une famille de samouraïs, de paysans, d'ouvriers, de marchands. Or, il se trouve que le retour à la paix civile s'accompagne d'une explosion des populations urbaines, et donc la nouvelle capitale de fait, la future Tokyo, va voir sa population décuplée en seulement quelques décennies, essentiellement samouraïs, tout comme, accompagnés parfois, mais pas toujours, pas nécessairement par leur famille. Et ces hommes ont besoin d'être servis, parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Ils sont samouraïs, et à ce titre, ils ont interdiction formelle d'effectuer un travail de leurs mains. Dans cette hiérarchie extrêmement stricte, les samouraïs occupent le haut du pavé, puis viennent les paysans qui produisent la nourriture, puis les ouvriers qui produisent au moins quelque chose de leurs mains, et à la fin, les marchands qui ne font que vendre le produit du travail des autres. Et nous sommes donc à ce titre la catégorie la plus méprisée. Sauf qu'avec le développement urbain, cette catégorie s'enrichit considérablement, au point de dépasser en puissance économique, au bout de quelques décennies ou quelques générations, les samouraïs. Et comme ce sont les samouraïs qui s'adonnent au wakashudo, au nanshoku, et qui donc sont des mythes à la fois politiques et culturels, il faut les copier. Et donc les marchands ont commencé à copier les usages sexuels des samouraïs. Sauf que, évidemment, ils font un petit peu figure de parvenus de nouveaux riches. Et donc, ce qui se développe avec l'appauvrissement des samouraïs, ce qui se développe à cette époque-là, avec le développement urbain, c'est aussi et surtout la prostitution. Donc, le sexe tarifé. L'idéal du wakashudo, qui est quand même extrêmement lié au principe du bushido et à une relation fondée sur des sentiments profonds, va progressivement s'avélir à mesure qu'elle laisse place à la prostitution. Une prostitution qui explose littéralement, notamment dans les quartiers réservés à ces usages-là, qui sont aussi les quartiers du théâtre, les quartiers chauds des grandes villes, qui voient leur population et leur fréquentation exploser aussi dans ces décennies-là, puisque c'est aussi à cette époque-là que le théâtre populaire se développe. Le théâtre cesse d'être un art purement aristocratique pour se démocratiser. Et avec lui, la prostitution, puisque tout comme en Europe, l'essor de la prostitution se fait en parallèle avec celui du théâtre. Vous voyez une iconographie très riche illustre toute cette explosion et cette période de liberté sexuelle inouïe, complètement inimaginable. Là, nous sommes au milieu de l'ère Edo, mais ça va durer. L'âge d'or du Nanshoku correspond aussi à l'âge d'or de la période Edo, c'est-à-dire en gros le début, la première moitié du XVIIIe siècle, et ensuite la décliner progressivement. Vous voyez une iconographie presque amusante avec ces poissons pénis en bas à gauche. Et puis, dans
dans les bordels, dans les bouches, dans les lupanards, une débauche avec ces relations à plusieurs, hommes, femmes, travestis, non travestis. Vous voyez, les tabous sautent les uns après les autres et n'existent plus du tout dans cette période à la sexualité complètement débridée. J'explique à droite une définition, une notion très importante, c'est la difficulté, du moins la retenue avec laquelle les Japonais définissent le genre. Alors en plus, ça rejoint des débats très actuels, auxquels vous devez, j'imagine, être sensible. Et c'est très drôle quand on voit dans quelle polémique on continue de se débattre en France, alors qu'il y a de ça plusieurs siècles, mais les notions de genre étaient très très floues au Japon. Là encore, je vais laisser la parole à Gérard Thierry, qui pour les mots sont suffisamment explicites pour qu'on les comprenne, et qui, je pense, définit assez bien cette question-là de la façon suivante. D'ailleurs, ni l'hétérosexualité ni l'homosexualité n'existent dans les esprits japonais du XVIIe siècle. La sodomie, associée à la bénédiction biblique, et la bougorie, empreinte de bestialité, non plus. En revanche, il y a le sexe masculin ou féminin distingué par l'anatomie, le genre masculin ou féminin, qui englobe une série de comportements et d'attentes issus de constructions historiques et culturelles, de sorte que la même personne peut endosser le genre féminin tout en ayant une physionomie masculine ou l'inverse. La sexualité, c'est-à-dire la pratique sexuelle incluant le choix de l'objet sexuel. En fait, l'Anshoku offre le calque, le parallèle sinon l'opposé, le strict courant masculin de Joshoku, l'amour dévolu aux seules femmes, à l'exclusion de toute contrefaçon masculine. L'Anshoku, c'est la volupté sexuelle des hommes entre eux. L'amour mâle, pour adopter une expression qui garde l'idée de sexe masculin sans perdre en mâle vertu ou en virilité, dénote une homosexualité, un usage exclusif des messieurs, qui ne pointe pas de genre sexuel à construire, mais une voie possible par où l'homme élabore le sexe de son vœu en jouant de l'arbitraire du signe. Bon, un petit peu dense, mais ça mérite de ramasser en quelques formules ce qu'il faut retenir d'essentiel dans cette vision du genre et du sexe à la période des en particulier, puisque c'est à cette période-là que ces usages auparavant uniquement réservés, vous l'aurez compris, au clergé et à l'aristocratie militaire se diffusent dans toute la société. C'est également la période des shoguns, donc ces estampes érotiques qu'on a fait parler tout à l'heure, avec ces verges surdimensionnées, on va pas s'interroger sur les complexes que les japonais peuvent nourrir. C'est intéressant de voir que c'est toujours représenté de manière, on va dire, volumineuse. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, les chercheurs qui ont étudié les questions s'aperçoivent que la pratique du sexe oral, de la fellation, est complètement absente des usages sexuels de l'Anshoku. Et une des thèses pour expliquer cette absence serait celle de la représentation de l'iconographie. Vous l'aurez peut-être remarqué, les petites bouches sont considérées comme plutôt érotiques dans l'iconographie japonaise. On représente souvent, plus les femmes sont belles, plus leur bouche est petite. Et les hommes étant, en tout cas, représentés souvent sous des traits assez androgynes, on figure également une petite bouche. Du coup, vous comprendrez que, par souci d'anatomie, en tout cas d'exactitude anatomique, ce soit un petit peu compliqué de représenter certaines parties sexuelles. Je vais là, pas mal. Celle-ci, je l'ai représentée en grand parce qu'elle est tout à fait révélatrice de l'air du temps. Vous voyez cet homme au crâne rasé, donc lui c'est un samouraï. Il a pris place bien confortablement est-ce que ce sont ses vêtements qu'il a ôtés, ou est-ce qu'il a pris place confortablement sur une espèce de mannequin, on ne sait pas. Et alors là, il est donc en compagnie d'un jeune homme, c'est une femme et d'un jeune homme, très vraisemblablement prostitué, qui est en train de le caresser. Et alors on ne sait pas ce que fait la personne du droit, qui elle est une femme, ou bien c'est la tenancière du bordel, la matresse, si j'ose dire, qui vient interrompre la relation parce que le temps est passé, le temps est écoulé, ou bien c'est une femme qui va se joindre à la partie de plaisir, comme on l'a vu sur la page précédente. La relation avec une femme, avec sa femme parfois, et un prostitué en même temps, avec un prostitué homme, un prostitué femme, travesti ou non, plusieurs, enfin tout ça est tout à fait dans les mœurs, tout à fait toléré, en tout cas regardé avec une relative bienveillance par les autorités, le pouvoir est compris détenu par les samouraïs, qui regardent ça avec d'autant plus de bienveillance que
pas les derniers à s'adonner à cette pratique. On a de très nombreux cas de shogun entourés d'amants, à tel point d'ailleurs qu'un médecin s'offusque et écrit en plein début, je crois, du XIXe siècle, donc là on est pourtant sur une phase de déclin. Et qu'est-ce qu'il écrit pour moquer la perte de la valeur militaire des samouraïs avec le retour à la paix civile? Qu'écrit-il, si jamais je le retrouve? Voilà. Donc c'est le médecin Tsugita Genpaku qui observe, étrangement, il considère à l'époque dans la médecine traditionnelle que le coût des hommes est différent de celui des femmes, il observe que les deux coups se sont rejoints et que les hommes sont peut-être dévirilisés. Et voici les autres observations qu'il fait. 8 sur 10 des serviteurs du shogun ressemblent à des femmes et pensent comme des marchands. Alors, ils ressemblent à des femmes. On l'a vu, comme on peut être à la fois un guerrier farouche et l'amant du Seigneur, être dévirilisé, enfin être le partenaire sexuel ne signifie pas être dévirilisé, mais par contre, se déguiser en femme est un peu moins bien vu quand même dans la société martiale, dans la société militaire, et penser comme des marchands, alors là c'est vraiment en dessous de tout, puisque c'est penser comme la dernière catégorie sociale, vous vous souvenez, et puis un samouraï évidemment ne pense pas comme des marchands, comme un marchand a des idéaux beaucoup plus élevés. D'ailleurs la Gekure, l'un des grands textes samouraïs, on n'a jamais de mots assez dur pour qualifier ceux qui pensent comme des marchands, qui pensent toujours en termes de négociation, alors qu'il faut être prêt à chaque instant à s'ouvrir le ventre à un premier occasion. Avec l'explosion de la prostitution, se développe aussi la prostitution infantile. Alors là, les images peuvent être un petit peu dures, mais en tout cas, sont sans équivoque. Vous voyez bien qu'il s'agit d'un garçon péculaire. Alors dans les couches les plus basses de la société, dans la prostitution la plus triviale, hélas, on s'aperçoit que ce sont parfois des familles ruinées, des familles très pauvres qui vendent leurs enfants, leurs garçons en particulier, qui en font des objets sexuels au service des bordels, avec tout ce que ça peut comporter de tragique dans ces situations-là, c'est-à-dire maladie vénérienne, violence et espérance de vie très courte. Ça, c'est pour montrer aussi la beauté très noire, puisque les grands idéaux du Wakashudo se sont complètement déviés à cette époque, et tout ce qui accompagne, tout le cortège d'horreur qui accompagne la prostitution, surtout quand c'est quand même le cas dans la très grande majorité des cas, la contrainte, ne fait pas exception au Japon. Le théâtre, on va en parler. Le théâtre se développe, le kabuki, c'est évidemment un théâtre magnifique, très lumineux, mais les coulisses sont souvent beaucoup plus sordides. Alors, c'est à cette époque que naissent la pratique de l'onagata, c'est-à-dire d'un homme qui va se travestir en femme, mais aller beaucoup plus loin que tous ses prédécesseurs, puisqu'on attend de l'onagata dès son plus jeune âge, il se comporte en tout lieu et en toutes circonstances comme une femme. Il doit penser, marcher, se déplacer, parler comme une femme. Donc c'est une formation extrêmement rigoureuse qui a vocation à monter sur scène ensuite pour interpréter des rôles féminins, puisque le gouvernement, dans un souci de lutter contre la prostitution, a interdit au début de l'ère Edo aux femmes de monter sur scène. La nature ayant horreur du vide, celui est vite comblé par des hommes qui vont interpréter des rôles féminins, notamment des hommes. Vous voyez donc les hommes en train de se maquiller se préparer à monter sur scène. Le nagata existe toujours dans le théâtre japonais, dans le théâtre traditionnel japonais, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, des maîtres de réputation internationale. Les samouraïs n'abandonnent pas aux marchands leur précieux wakashudo et continuent de s'y adonner de manière générale, de manière très répandue. Et alors là, pour le coup, comme ce sont des guerriers à l'honneur ombrageux, qui portent l'épée, qui sont les seuls désormais à avoir le droit de porter la paire de sabre et de faire justice à n'importe quel instant de la journée s'ils s'estiment offensés. Et comme vous pouvez le voir en lisant les textes de l'époque, il en faut assez peu pour offenser un samouraï. Parfois, le simple fait de voir son fourreau toucher, effleurer le fourreau d'un autre homme, c'est la raison pour laquelle on produit dans l'entreprise au Japon, eh bien, se termine en esclandre et en versant le sang. Et il se trouve que les suicides rituels, les rixes, les vendettas sont la première cause de violence et de troubles de l'ordre public au début de la période Edo. Donc vous le voyez, il ne s'agit pas du tout d'une question marginale, mais au contraire tout à fait déterminante. Et alors là, ces images sont extraites d'un film assez
pour l'année suivante, donc en 2000 dans la sélection officielle à Cannes, et qui décrit très bien ces rivalités amoureuses au sein d'un dojo, avec l'arrivée d'un jeune FM en haut à droite qui suscite du coup la convoitise de plusieurs membres du Shinsengumi, parce que ça se passe à l'époque du Shinsengumi, donc au début de la restauration Meiji. Et donc ces hommes vont se battre contre lui, et ça se termine évidemment mal, avec plusieurs morts qui restent sur le carreau et des blessés. Mais ça reflète tout à fait ce qui se passe à l'époque, où il est attendu d'un samouraï qui se donne la mort, qui tue très vite, qui soit prêt à mourir à n'importe quel instant. Et alors en plus, les principes se télescopent, entrent en contradiction, parce que d'un côté, si on cherche à abuser de ce corps, si on cherche tout simplement à le violenter, il doit immédiatement faire justice en abattant son adversaire, et en même temps, on attend aussi des jeunes hommes particulièrement beaux qui fassent montre de compassion à l'égard de leurs aînés, et que donc ils accueillent avec bienveillance les avances dont ils font l'objet. Donc souvent, ça crée des conflits intérieurs très graves qui se terminent tout simplement par des suicides, par des meurtres accompagnés de suicides, puisque parfois, pour recouvrer son honneur et sa dignité, le jeune samouraï en est réduit à tuer son amant ou celui qui se refuse à ses avances avant de se donner la mort à lui-même. Vous imaginez les troubles que ça peut causer. Nous nous approchons un petit peu de la fin de cet exposé, avec les grands auteurs auxquels on voit la connaissance de cette Wakashudo, notamment Kaya Saikaku, qui est l'auteur du Grand Miroir de l'art global, comme Shoko Kagami, dont on a parlé tout à l'heure, qui est traduit chez Piquet. Donc je vous recommande chaudement la lecture si vous voulez un peu mieux comprendre. Et on a voulu faire un petit peu écho à son découpage dans cette présentation, parce qu'en fait le premier livre est plutôt consacré aux guerriers, et le second aux comédiens et aux prostituées. Donc on retrouve encore cette page improbable à première vue et qui pourtant se justifie. Ensuite, Jipencha Iku, qui est le Dickens japonais. Alors, les deux sont des écrivains voyageurs, poètes au départ, et ils vont être un peu les premiers à écrire des sortes de guides de voyage à travers le Japon de la période Edo. Ils parlent à la fois de gastronomie, de sexualité, de beaucoup de choses qui intéressent les questions définies comme sociétales ou sociales aujourd'hui. Et puis Ueda Akimai, qui est un blues, et qui va raconter dans ses contes de pluie et de lune, cités d'ailleurs dans Tabou, dans Bojato, dont on a posé tout à l'heure, qui met en scène un beau homosexuel dans son recueil de nouvelles. Voilà. Alors comment le Nenshoku, le Wakashudo a-t-il disparu des chroniques? Eh bien ça c'est une vaste question que nous ne tranchons pas aujourd'hui parce qu'elle est encore en débat. On a été content pendant un temps d'accuser le christianisme. On pense maintenant qu'il a joué un rôle très marginal puisque le christianisme ne s'est jamais implanté, bien implanté au Japon. On estime que au pic de l'époque des conversions, avec en plus ces moines, ces franciscains jésuites qui arrivent au Japon au milieu du XVIe siècle, qui sont horrifiés de voir à quel point la sodomie est répandue à tous les niveaux de la société, et qui est décrissée comme une espèce de peu pluviale, épouvantable, qui se demande pour pouvoir extirper ce mal. Donc de cette période-là, qui est les décennies qui vont suivre, qui correspond à peu près au pic des conversions au catholicisme, on parle essentiellement du catholicisme, ensuite du protestantisme au milieu du XVIIe siècle de manière beaucoup moins importante. Ça dépassera jamais 300-350 000 convertis, essentiellement dans le sud du pays. Donc sur la population japonaise, c'est un fait relativement marginal. Par contre, c'est plutôt l'introduction de modernité associée à la transformation du pays à la fin du XIXe siècle, sous la restauration Meiji, donc le Japon se transforme, entre dans la modernité à marche forcée, et à cette époque, on va commencer à subir l'influence des penseurs occidentaux, notamment français, anglais et prussiens. Les Prussiens en 1870 ont porté une victoire écrasante contre la France, qui sort un petit peu la France du jeu d'influence en Extrême-Orient, au grand bénéfice de l'Angleterre avec la Prusse. Et donc certains penseurs qui à ce moment-là s'aperçoivent en fait que le Japon, que l'image du Japon va être écornée si ces pratiques viennent à être diffusées, veulent décoller un petit peu des archives au point de pouvoir même criminaliser la sodomie, qui va être pendant un temps dans le nouveau pénal puni de plusieurs années de travaux forcés, et puis rapidement en fait la chose le décret ne sera jamais complètement appliqué, et puis on s'aperçoit qu'il y a une survivance de ces pratiques-là, notamment dans les milieux militaires, comme par hasard. L'armée impériale hérite pour beaucoup des traditions du Bushido, des traditions des samouraïs, pour celle-ci. Et
Et donc on s'aperçoit que la pratique est toujours généralisée. D'ailleurs, un correspondant européen, écrit au début du XXe siècle, pendant la conquête de la Mandchourie par l'armée impériale, la Mandchourie en Chine, il écrit: nous pouvons dire qu'en fait, dans la liaison homosexuelle aussi, le vieil esprit samouraï a trouvé une expression exultante sur le front de Mandchourie. Vous voyez, ça n'échappe pas à l'attention des observateurs étrangers, preuve que l'affaire n'a pas du tout disparu, si elle a disparu des chroniques. Donc voilà en tout cas ce qui explique un petit peu ce retrait. On entre dans une espèce de définition médico-légale qui rejoint la vision que les contemporains, en particulier européens, de ces relations, c'est-à-dire celle d'une déviance, d'une maladie à guérir, et que les Japonais vont progressivement adopter. Cependant, là je vais laisser la parole à Delphine, parce qu'on observe quand même une résurgence via le prisme de la bande dessinée. Et puis on pense aussi à Mishima Yukio, le grand écrivain japonais, qui se donne la mort en 1970, pardon. D'ailleurs en novembre 1970, donc il a désormais 36 ans. 46 ans, et qui sera donc, comme le veut la tradition, décapité par son amant à la fin de l'établissement social. En tout cas par l'homme avec lequel il a été principalement en liaison homosexuelle, et qui aura largement contribué à restaurer un petit peu l'image du Wakashuko avec toutes les autres, avec toute l'imagerie et tous les principes moraux du Bushido, qui l'entendait bien ressusciter dans sa pensée esthétique. Voilà, merci de votre attention. Je termine par, si vous le permettez, un petit peu publicitaire. C'est mon dernier livre qui parle d'avril dernier. Pour être tout à fait honnête avec vous, il aborde des questions de manière très très anecdotique. Ça n'est pas du tout fait de propos, c'est que je viens de porter dans ces oreilles. J'espère avoir une place à l'issue de la conférence. Je suis quelque part par là. Je passe par là. L'idée, c'est juste en face là-bas, à la librairie. Vous pouvez pas vous tromper et vous pouvez acheter donc, les livres en question. Si ça vous intéresse, si le sujet des samouraïs en général vous intéresse, je pense que vous êtes là pour ça. Moi, j'aimerais faire juste une petite transition sur le sujet, justement. Je pense que parmi vous, vous avez tous vu justement les points communs et les différences qu'il peut y avoir entre le Shudo dont on a parlé là et certains codes qui sont appliqués on va dire dans la fiction homo-érotique japonaise en général. Pas forcément seulement dans le yaoi. Je pense que le yaoi, effectivement, reprend énormément le code, comme je le disais tout à l'heure aussi, on n'a pas forcément un initiateur, mais on a justement un personnage qui a un aval sur l'autre en général sexuellement, avec le personnage de Toki, qui en général est présenté de façon assez efféminée, voire carrément féminisée, bien que normalement l'objectif de base du yaoi en fait n'est pas spécialement de représenter une relation masculine avec un système d'amour mâle fictif, mais plus potentiellement ça va être des projections, ça va être a priori au début du yaoi, on avait une volonté en fait de représenter des hommes exclusivement, d'une part parce que représenter une femme c'était plus ou moins dans certaines situations sexuelles plus ou moins violent, et d'autre part aussi c'était un exutoire. Au début, justement, quand on a commencé à faire du yaoi au Japon, c'était vraiment un exutoire à proprement parler. Alors, je trouve ça très intéressant, justement, qu'en fait, quand on a créé le yaoi, alors c'était pour le coup des auteurs féminins pour la plupart, etc. Mais ces codes qui sont un peu restés, on aurait pu très bien créer des codes nouveaux avec un équivalent d'homme à homme, ou conserver aussi la notion de virilité, quel que soit le personnage. Or, dans le yaoi, la virilité du personnage passif a été assez effacé, en fait, a disparu. En revanche, on regarde quand même ce système de rôle que on va dire, c'est pas l'initiateur initié, mais presque, en général aussi, on va avoir des situations de première forme, c'est forcément le sémé du personnage entre guillemets actif qui va initier le rapport, etc. Maintenant, ça change un petit peu avec plus de variété, mais on trouve vraiment beaucoup de codes qui sont très intéressants justement, on dirait que ça perdurer, peut-être dans l'inconscient collectif, on va dire, alors qu'en fait, le yaoi, je pense que c'est bien, dans les années 60 à peu près, il y a eu quand même un fossé entre la fin de l'époque de l'ego, où justement l'homosexualité
Et voilà, les nations en général ont été abolies, on va dire, hein, c'est devenu un tabou. Et le moment justement, on a recommencé à en parler dans la fiction, avec cette condition. Je rebondis un peu sur ce que tu dis, parce que c'est vrai que cette question de l'inégalité au sein du couple, elle est quand même très importante. Hein, vous l'aurez compris, on a quand même systématiquement, le même que dans les amours, on a systématiquement un initiateur et une initiée qui est quand même dans une position d'infériorité objective. Même si il peut être un bon guerrier, il peut être brave, il peut être malheureux, cette dimension elle est essentielle. L'initié, plutôt ou à quelque chose, pour reprendre le terme, ne devant à son tour l'initiateur n'est déjà que lorsqu'il sera en âge. C'est vraiment l'âge qui est déterminant, c'est une notion confucienne très importante, la piété filiale, le respect dû à l'aînesse. Et c'est drôle que malgré l'occidentalisation des mœurs, on est encore en train de vivre cette dimension inégalitaire. Là où les couples homosexuels, même dans la tradition européenne, sont plutôt fondés sur un rapport d'égalité. Oui, c'est ça. En fait, je pense que dans les yaoi, on a des codes encore là-dessus qui sont très différents. Le changement de la sélection, le côté justement rapport égal qui est très intéressant, mais c'est une fiction, c'est vraiment un objectif de fiction. Effectivement, ça n'a rien à voir avec l'image qu'on peut avoir de l'homosexuel à l'heure actuelle. Et justement, par contre, ce qui est très intéressant, c'est que le changement d'âge, le système de changement d'âge, il existe dans la fiction yaoi. On regarde toujours on regarde les mêmes rôles. Il ne va pas y avoir d'évolution. C'est assez rare, parce que je pense que vous allez dans vos lectures justement ce genre de cas, c'est assez rare de voir des personnages qui échangent de rôle au cours de leur relation. Ça arrive, mais c'est encore très très rare. Et ça a été totalement effacé de la fiction yaoi. C'est quelque chose qui n'est pas resté. Il y a plein de tous ces codes quand même qui sont là. Peut-être qu'on va laisser. Désolée, je suis pas là. Est-ce que quelqu'un a des questions peut-être à poser? Je voyais des gens là-bas qui hochaient la tête tout à l'heure. Non? Soyez pas timide. Alors, j'arrive. Alors, je vais essayer de dire un petit peu. Je suis pas sûr d'apporter la réponse la plus pertinente à votre question, parce qu'effectivement, la société, le régime Tokugawa est assez dur à ce niveau-là aussi. Il faut observer aussi qu'il se durcit au fur et à mesure. Au début du XVIIe siècle, on est encore à la sortie des guerres civiles, et il y a un certain nombre de principes et de visées politiques ne se sont pas encore complètement figés. Ça devra attendre quelques décennies. Alors, moi je pense que d'une part, le Watakushudo n'est pas perçu comme négatif sur le plan moral, puisqu'il est même considéré comme une relation amoureuse supérieure du point de vue philosophique à l'amour des femmes. Alors là, il faut aussi se garder des comparaisons, mais de même que dans la société grecque ancienne, on considère, excusez-moi mesdemoiselles, mesdames, mais on considère que la relation avec la femme est un petit peu une sorte de nécessité pour la reproduction, une espèce de besoin bestial à satisfaire, alimentaire presque, et que l'amour vrai, l'amour sincère, l'amour uniquement fondé sur le sentiment, c'est celui qui va unir dans des sociétés contrôlées par les hommes, un homme à un autre homme. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'être censuré, dans le sens où il n'est pas, non seulement il n'est pas perçu comme spécialement négatif, et en plus, en tout cas ça c'est l'observation que font les chercheurs, il est perçu comme un moyen de canaliser aussi la vitalité de ces samouraïs qui se retrouvent en chômage avec la fin des guerres. On ne peut pas non plus les laisser se livrer des émeutes du matin au soir. Et donc, quelque part, il y a une espèce de cyniquement, on peut supposer que le gouvernement
laisse faire une sorte de régulation. Tous ces suicides, tous ces meurtres sont accomplis au nom de l'accomplissement du Bushido et du Wakashido, et quelque part ne contreviennent pas à la morale, ils sont conformes, et donc on les laisse faire, on les censure d'autant moins qu'ils évitent aux samouraïs d'utiliser cette vitalité, cette vigueur désormais désœuvrée à fomenter des révoltes et à tenter de secouer le joug des plus vigoreux. Donc quelque part, on observe que le peu de révolte, en tout cas c'est l'observation que fait Guillaume, que le peu de révolte, cette période-là, peut être dû à la fois à la main de fer du régime, mais aussi au fait qu'il laisse certaines soupapes pour faire réparer ces lacunes, notamment celle-ci. Mais est-ce qu'au fil de vos lectures et recherches, vous avez trouvé des traces de relations homosexuelles féminines? Ou est-ce que ça n'existait pas? Ou est-ce que ça a vraiment été oblitéré dans les différentes représentations littéraires ou artistiques? Vous voulez dire de femmes de manière générale, de femmes de guerriers ou de femmes guerrières? J'ai cru comprendre qu'il y avait en quelque sorte des femmes samouraïs. Après, je ne sais pas si c'est. Alors, c'est un sujet. Vraiment très net par rapport à. Il semblerait quand même que ce soit effectivement extrêmement marginal, même si c'est un sujet fascinant. Mais moi, j'ai pas de témoignage, j'ai pas trouvé de phrases de texte pour l'instant en recherche sur la question de relations homosexuelles féminines, comment féminines. En revanche, que les femmes aient apporté leur contribution à l'usage du Genjoku, ça se voit parce qu'on a notamment à un moment une espèce de cargaison de colis qui est saisie par les autorités du shogun et qui contient en fait des goguichés. Des goguichés, il y a un terme qui me revient pas, désolé, je suis pas forcément très connaisseur, mais des goguichés pour deux femmes ou deux hommes, enfin, il y a un double en plus. Et donc voilà, après, quelle était la destination de ces colis, on ne sait pas, mais en tout cas, le livreur, qui est donc interpellé par la police, explique que c'est destiné à une dame de Saint-Laurent, à l'écoute d'un des lieux, d'un grand seigneur, et encourage vivement les policiers à fermer les yeux, ce qu'ils vont faire d'ailleurs de peur de s'attirer les ennuis. Donc on voit que même la très haute société n'est pas assez libre, les femmes, parce que là on voit que c'est capistalement, une fois que seigneur, ça donne assez plaisir également. Alors est-ce que c'était destiné à avoir des relations avec une autre femme et un homme, ça je ne sais pas, l'histoire de Cuba. C'est anecdotique. C'est vraiment tabou en fait. Peut-être pas tabou, mais on s'intéresse là à un univers qui est tellement dominé par les hommes, où ils exercent une sont tellement écrasantes que les femmes jouent toujours un rôle très codifié, voire caricatural. L'épouse soumise est toujours en retrait, dont on attend toujours selon les principes confucianistes, et se sacrifie au service de son mari ou époux seigneur, qu'elle soit naturellement une épouse parfaite. Et pour revenir un petit peu là-dessus, justement, alors c'est mes connaissances personnelles. Il me semble aussi que justement, vous utilisez la femme est aussi très peu considérée dans la société, notamment au niveau de la religion, elle est considérée comme impure, en fait, etc. On ne va pas s'intéresser au niveau des textes à sa sexualité. Donc, il me semble qu'il y a très peu en fait de références et d'informations. Bon, comme dans toute société, et notamment médiévale, il est à supposer que ces rapports ont existé, mais il me semble qu'on a très peu de preuves de ces rapports, justement parce que personne ne s'y intéresse tout simplement, et que, évidemment, la littérature féminine est aussi codifiée, rare, très différente. Je pense qu'on a l'équivalent en France, en fait, on va avoir quelques ouvrages, évidemment, de référence, mais ça doit être extrêmement faible par rapport à ce qu'on peut avoir sur justement des ouvrages qui sont faits dans une société dominée, comme je disais, par les hommes. Je pense que c'est juste une question d'information qu'on n'a pas à disposition. Oui, bonjour. Merci pour son intéressité. C'est une question. Si on choisit l'histoire, j'ai étudié à l'école, comme je disais dans certains livres d'histoire classique, l'homosexualité et les homosexuels.
dans les cours d'ouvrage sur l'orientation LGBT, dans les scénographes, même les scénographes, il y a quasiment une présence. Et chacun avait le même. Dans un projet historique, homosexuel ou bisexuel, on explique que c'est pas une différence entre l'enseigne et cette présence, malgré tout, très présente dans toute notre histoire. Et comme j'essaie de le dire, je ne l'explique pas vraiment, hein, effectivement il y a une évolution des mœurs assez brutale dans la restauration collective, une évolution des mœurs qui va se faire progressivement, brutale au sens où, oui, la société est presque brutalisée parce qu'elle est sommée de développer très, très rapidement, mais je n'explique pas effectivement cette façon à part par un sentiment nouveau à l'époque de honte vis-à-vis de cette pratique-là, et qui va probablement se répandre au sein des élites, donc des élites culturelles et littéraires, et qui va produire, comme on l'a supposé aussi, pour dire comme on l'a supposé aussi au niveau du rôle militaire des femmes, peut-être que il y a une raison qui est d'abord, alors il semblerait que ce rôle soit quand même très très marginal, là où au contraire l'homosexualité est très largement répandue, et même considérée comme un idéal à atteindre. Je n'explique pas ce changement, sauf à désigner une modernisation culturelle du pays extrêmement rapide entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Et vous avez raison de pointer l'absence dans l'historiographie de la classique. Alors, j'en profite pour faire une petite pub pour ceux que ça intéresse. Alors, ce n'est pas du tout mon ami, je n'ai pas la chance de connaître ce monsieur, mais Main Colors, le bouquin de Gary Lioff, est l'un des seuls ouvrages sur la question en tout cas accessible pour ceux qui ne lisent pas le japonais. Donc voilà, c'est un ouvrage anglais, désolé, il n'est pas traduit, je doute qu'il le soit, mais il consacre sa préface justement à la difficulté d'un chercheur contemporain à aborder ces thèmes-là, qui même au sein du monde universitaire actuel se heurte encore un certain nombre de résistances, et c'est assez difficile. Peut-être que ça répondrait en partie à vos questions, parce qu'il semblerait que l'idée d'aborder les samouraïs sous cet angle-là n'ait pas été une chose aisée, même au sein de la monde universitaire. Les ornements, oui. Vous avez bien décrit, dans lui on voit forcément que c'est un jeune homme. Comment vous le voyez l'ornement Là, je me suis fié à la légende qui accompagnait les centres, mais c'est extrêmement difficile. La seule certitude qu'on peut savoir concernant les samouraïs, ce sont les samouraïs. Et souvent, comme on l'a dit, en fait, le genre n'est pas difficile à déterminer parce que parfois, quelqu'un très dans l'âge mûr va se travestir ou se méfier pour paraître plus jeune. Ça, on en a parlé, mais il faut bien comprendre que les comédiens à l'époque, à l'âge d'or de Kabuki, déchaînent des passions complètement inouïes. C'est-à-dire que les samouraïs en particulier se battent pour gagner en faveur, pour jusqu'à se mutiler, se scarifier. On a des scènes d'hystérie collective qui sont bien écrites et qui correspondent aux bien envie à ce qu'on peut voir maintenant pour les semaines pour répondre à la question. C'est très difficile de le déterminer parce qu'en fait chacun est différent. Là pour le coup, on n'a pas de qualification, ça dépend un petit peu dans la mesure où on est dans une relation de constitution, ça dépend un petit peu des souhaits du client si je veux dire. Donc parfois, et c'est d'ailleurs pas uniquement le cas de la prostitution, parce qu'on a par exemple le cas d'un chamboule Tokugawa qui pour le coup souhaite jouer le rôle passif, même avec des partenaires plus jeunes. Mais c'est suffisamment rare pour être signalé dans les chroniques. Donc on suppose que là, c'est vraiment pas du tout la norme, bien au contraire. Mais en fait, c'est ce qu'il faut retenir des pratiques sexuelles de l'époque, c'est qu'en fait tous les codes sont brouillés, et avec bonheur, si je veux dire, personne ne pourra rien à dire. Tant que
que et encore, on vient de le voir, mais ça fait une exception d'autre part, c'est comme c'est un chou, comme ça. Tant que la morale ne se refuse pas, c'est-à-dire que globalement, le plus âgé les jeux relatifs, ensuite, les attributs sont très difficiles à déterminer. Un homme peut-être habillé en jeune homme, dont les attributs vestimentaires sont très proches d'une jeune femme, peut-être habillé en femme, en jeune femme. Voilà, tous les codes sont brouillés. Malheureusement, cette conférence est déjà terminée. Pour ceux qui avaient encore des questions, je vous propose d'aller vous un peu en dédicace. Si vous voulez des informations sur le sujet, je pense que vous serez ravis de répondre aussi par la suite. Donc il y a, si vous savez, de Saint-Mambal qui en vente en propos de dédicacier. Et il me semble que Saint-Mambal s'organise pas. Voilà, exactement. Si vous êtes intéressé, rendez-vous le stand de la librairie, juste derrière ici. Je vais laisser la suite.